Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver sur la chaîne. Bon, c'est un séisme, un vrai séisme là, ce qui s'est passé aux États-Unis. De ce que j'ai pu lire sur les sites politiques américains, c'est pas une surprise apparemment ce qui se passe. C'était malheureusement attendu. J'avoue que pour moi je suis abasourdi. Je tombe de très haut. Je n'imaginais absolument pas que dans un pays comme les États-Unis, il serait possible de revenir à ce point en arrière en ce qui concerne les droits fondamentaux qui protègent les femmes. Je suis abasourdi. Juste avant de commencer l'émission, juste pour vous dire que ce dimanche 3 juillet à 14h, je pense, je changerai la date sur les réseaux sociaux si besoin, on refera un live sur Twitch, on refera un Mascu-Mag comme le mois dernier, toute l'activité masculiniste avec... entre autres, le trophée du Mascu du mois qu'on remettra ensemble. Ce sera en live sur Twitch, vous pourrez participer dans le chat. Et à la fin du live, je couperai l'enregistrement de l'émission qui va sur YouTube. Et donc on sera entre nous et vous pourrez participer directement en appelant l'émission. Je vous expliquerai directement pendant l'émission comment faire. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Voilà sur avec quoi on s'est tous levés le 24 juin, là il y a 3 jours, enfin non, c'était dans l'après-midi que l'annonce est apparue. États-Unis, la Cour suprême annule le droit à l'avortement, laissant chaque État décider. L'Amérique revient près de 50 ans en arrière et l'IVG devrait sous peu être interdite ou très limitée dans la moitié du pays à peu près. D'ailleurs, les États ne se sont pas gênés pour prendre des mesures anti-avortement dès maintenant. Le coup de tonnerre était attendu, il ne laisse pas moins l'Amérique sous le choc. La Cour suprême a ramené les États-Unis 50 ans en arrière en annulant l'arrêt Roe versus Wade qui avait garanti le droit à l'avortement dans tout le pays. C'est un peu compliqué ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez compliqué de comprendre comment leur système politique fonctionne. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer en fait tous les tenants et les aboutissants de cette décision-là, comment ils en sont arrivés là. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même, heureusement, de Washington à Los Angeles, des milliers d'Américains manifestent contre la décision de la Cour suprême. Évidemment que cette décision a été extrêmement critiquée aux États-Unis, a choqué énormément de personnes, et pas que les démocrates, également une partie des républicains qui ne comprennent pas qu'on puisse prendre des mesures qui soient à ce point anti-femmes. Parce que les anti-avortements qui se déterminent comme pro-life aux États-Unis, pro-life veut dire pour la vie, ne sont pas du tout pro-life, ils sont complètement anti-femmes. Si on était pro-life, on défendrait non pas les vies potentielles comme ils les appellent, mais les vies des femmes qui sont actuellement vivantes. C'est ça être pro-life en fait, c'est défendre les vies des femmes qui sont vivantes. Je coupe ma lumière d'appoint parce que le soleil est en train de revenir. Alors premièrement, c'est quoi cet arrêt dont on nous parle, Roe versus Wade là ? Qu'est-ce que c'est que cette décision de la Cour suprême qui vient abroger cet arrêté. Donc, cet arrêt Roe versus Wade, c'est un arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou renseignent l'accès à l'avortement. Je vais vous expliquer tous ces termes-là, on va les voir ensemble. La Cour statue alors par 7 voix contre 2 que le droit à la vie privée en vertu de la Due Process Clause et du 14e amendement de la Constitution des États-Unis s'étend à la décision d'une femme de poursuivre ou non sa grossesse. Donc c'était un arrêt institutionnel donc qui était rentré dans la Constitution des États-Unis. Si ça rentre dans la Constitution des États-Unis, je spoil un tout petit peu la suite, mais il faut bien comprendre que vous savez que les États-Unis sont composés de 54 États fédéraux, 52 plus Hawaï et l'Alaska, que chaque État a la possibilité, s'il le souhaite, de faire voter ses propres lois, à condition que les lois en question ne rentrent pas en conflit avec la Constitution. C'est la loi de la Constitution qui prime devant tout aux États-Unis. Si la Constitution dit, par exemple, quel que soit l'État, un homicide volontaire est considéré comme un crime, tous les États doivent appliquer cet état de fait et considérer que c'est un crime. Après, chaque État a la possibilité de punir, on va dire, différemment le crime en fonction de ses lois, mais le crime, s'il est déterminé par la Constitution et par la Cour suprême comme... l'homicide, s'il est déterminé par la Cour suprême comme un crime, il doit être traité comme un crime dans la totalité des États. Donc c'était ça. Roe versus Wade, c'était de dire, en fait, l'accès à l'avortement, c'est un droit constitutionnel. Donc il n'est pas possible d'aller à l'encontre. Les États ne sont pas souverains sur tout ce qu'ils souhaitent. La Cour suprême, qu'est-ce que c'est ? La Cour suprême des États-Unis, c'est le sommet du pouvoir judiciaire. Le tribunal du dernier ressort. C'est l'article 3 de la Constitution qui institue une Cour suprême et autorise le Congrès à instituer des tribunaux inférieurs, ce qu'il a fait. Le Congrès, qu'est-ce que c'est ? Le Congrès, c'est divisé en 2 chambres, donc c'est ce qu'on appelle ici, vous le voyez là, une institution bicamérale, avec d'un côté le Sénat et d'un autre côté la Chambre des représentants. Tout ça, on va voir ensemble. Donc, la Cour suprême,
vous avez compris, c'est le sommet du pouvoir judiciaire. C'est eux qui vont déterminer les lois qui vont rentrer dans la Constitution et que tous les États fédéraux seront obligés de suivre. La Cour suprême ici, là il y a un très bon article, tous ces articles-là vous les aurez dans la description de la vidéo bien sûr. Il nous explique très bien en fait comment tous ces systèmes fonctionnent. Il explique que ce système ici à deux chambres avec une Cour suprême, c'est inspiré des Lumières et en particulier de Montesquieu pour séparer les trois pouvoirs, pour éviter des gouvernements de tyrannie. Bien évidemment, c'est assez illusoire et c'est très utopique puisqu'on voit à quel point ça ne fonctionne pas toujours et qu'il existe probablement des systèmes politiques qui sont encore meilleurs que ces systèmes démocratiques comme ceux-là. Et donc il explique que pour légiférer, il y a trois façons de légiférer. Soit c'est le Congrès qui légifère, on vient de voir ensemble, soit il y a des décrets ordonnés par le président de la République, le pouvoir exécutif, soit c'est la Cour suprême. Donc la plus haute juridiction du pouvoir judiciaire, c'est bien la Cour suprême, elle a un rôle particulier dans le système américain. La Cour suprême, elle a le pouvoir de contrôler si nécessaire les actions du président et du Congrès, elle peut indiquer à un président que ces actions ne sont pas autorisées par la Constitution. Et vous allez voir qu'il y a tout de suite une hypocrisie par rapport à ça. La Cour suprême peut dire au Congrès qu'une loi qu'il a adoptée a violé la Constitution américaine. Et enfin, la Cour suprême peut également dire au gouvernement d'un État qu'une de ces lois enfreint une clause de la Constitution. Donc vous voyez l'importance d'avoir l'IVG, l'avortement dans la Constitution, c'est que la Cour suprême peut dire aux États qui voudraient l'abroger, ça n'est pas possible, c'est dans la Constitution, vous ne pouvez pas. Pourquoi il y a une forme d'hypocrisie ? Et vous allez voir, parce que les juges de la Cour suprême, qui sont censés diriger le président, sont nommés par les présidents américains, avec un rétrocontrôle possible par le Sénat qui est une des chambres du Congrès. D'accord ? Donc, les juges de la Cour suprême qui ont voté la révocation du droit à l'avortement. Donc, il y en a 6, 5 et demi, on va dire, vous allez comprendre. Et vous allez voir que ces juges-là, je ne vous ai pas menti, ont tous été mis en place par différents présidents. Vous avez Samuel A. Alito Jr., qui est un homme blanc de 72 ans, j'aimerais savoir en quoi l'avortement le concerne, qui a été nommé par George W. Bush. Il faut savoir que les juges de la Cour suprême, si je dis pas de bêtises, sont nommés à vie. Donc généralement, ils décèdent dans leur fonction, alors que les sénateurs ont un mandat de 10 ans, je crois. Donc nommé par George W. Bush, le conservateur Samuel Alito a été officiellement élu à la Cour suprême en janvier 2006, en remplacement de la juge Sandra Day O'Connor, partie à la retraite. Début mai, l'avant-projet d'une décision majoritaire remettant en cause l'arrêt Roe versus Wade qu'il avait rédigé avait fuité dans la presse, provoquant l'émoi aux États-Unis. Vous avez Amy Coney Barrett, 50 ans, donc pas concernée non plus par les interruptions volontaires de grossesse, qui a été nommée par Donald Trump. Vous avez Neil M. Gorsuch, de 54 ans, nommé par Donald Trump. Brett M. Kavanaugh, 57 ans, mis en place par Donald Trump. Clarence Thomas, mis en place par George H.W. Bush en 91. Vous vous rendez compte la durée du mandat ? 31 ans. Ceux qui ne l'ont pas voté, vous avez Stephen Breyer, ici, qui lui avait voté contre l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade, juge mis en place par Bill Clinton, Elena Kagan, mise en place par Barack Obama, Sonia Sotomayor, mise en place par Barack Obama. Et enfin, vous avez John J. Roberts, qui lui est le juge en chef de la Cour suprême. C'est, je ne sais pas comment décrire ça, c'est la personne qui va trancher en cas d'égalité dans la Cour suprême, qui lui c'est toujours dit neutre, mis en place par George W. Bush, vous voyez, décrit comme un équilibriste, qui là, cette fois-ci, a suivi, on va dire, la décision majoritaire qui a été votée par les 5 juges qu'on a vus précédemment. Donc, ces juges-là, mis en place par le président de la République des États-Unis, sont ceux qui votent les lois. Il y a un rétrocontrôle par rapport à la nomination des juges de la Cour suprême, qui est justement au niveau du Sénat. Le Sénat a la possibilité, c'est très rare, il semblerait que ça n'ait quasiment jamais été fait dans l'histoire des États-Unis, le Sénat a la possibilité de dire non, en fait, on ne souhaite pas que tel juge de la Cour suprême soit élu. Et les élections sénatoriales sont des élections qui ressemblent à ce que l'on fait en France, puisque ce sont des élections, on va le voir ici, système électoral. Le Sénat des États-Unis est la chambre haute de son parlement bicaméral. Il est composé de 100 sièges, pourvus 6 ans, mais renouvelés par tiers, donc on en réélit un tiers à chaque fois, tous les 2 ans, au suffrage universel direct. Tout ça pour dire que ce qui est en train de se passer aux États-Unis vient évidemment du pouvoir, majoritairement. Mais ces personnes-là au pouvoir, ils ont été mis au pouvoir par le peuple, que ce soit les présidents de la République, en élisant les grands électeurs, même si on sait que les élections des présidents aux États-Unis ne reflètent pas forcément les décisions majoritaires aux États-Unis, puisque ce sont des grands électeurs qui ensuite vont suivre les votes des citoyens qui ont mis les grands électeurs en place. Mais donc, vous avez des États qui ont plus ou moins
de grands électeurs, donc il est tout à fait possible qu'un président soit élu avec simplement 45% des voix pour son parti. Donc voilà, le système n'est pas tout à fait exact, mais c'est néanmoins le peuple, la population, qui met en place des présidents au pouvoir, qui eux vont nommer des juges à la Cour suprême, et qui élisent directement pour leurs sénateurs, qui eux ont un pouvoir de révocation sur les juges de la Cour suprême, ou qui ont la possibilité, ils ne peuvent pas les révoquer, mais qui ont la possibilité de s'opposer à leur mise en place. Donc cette décision, il faut pas se tromper, elle vient pas que des instances gouvernementales aux États-Unis, elle vient aussi du peuple, ces décisions-là, de façon indirecte. Et on peut évidemment pleurer la façon dont les populations sont complètement manipulées, soumises à des autorités, aux médias en particulier, pour les pousser à voter pour des personnes qui, de toute façon, vont contre leur intérêt. C'est absolument terrible. Voilà comment ces élections fonctionnent, et voilà comment ils en sont arrivés à avoir des ultra-conservateurs, ultra-catholiques, anti-femmes, misogynes au pouvoir, qui ont fini par décider que le droit à l'avortement n'était plus protégé par la Constitution. Petite controverse actuellement aux États-Unis, c'est Le Figaro qui révèle ça, enfin qui rapporte cette histoire-là, puisque il n'y a rien à révéler. Il y a un certain nombre de juges à la Cour suprême qui avaient prêté serment au moment où ils avaient été élus, prêté serment de ne pas toucher au droit à la Constitution. Vous le voyez, they lied under oath. Ils ont menti sous serment. Je vous lis l'article. Depuis vendredi, de nombreux Américains favorables au droit à l'avortement accusent 3 des juges de la Cour suprême d'avoir menti sous serment lors de leur audition par le Sénat au moment de leur nomination. Il s'agit plus précisément des 3 derniers juges à avoir rejoint la Cour, 3 conservateurs nommés sous la présidence de Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Selon leurs accusateurs, tous les 3 auraient fait croire qu'ils ne reviendraient jamais sur l'arrêté Roe vs Wade qu'ils viennent pourtant de contribuer à abroger. Ce qui est assez grave, mentir sous serment aux États-Unis, je crois que c'est un crime. Vous pouvez être jugé en pénal pour ces choses-là. Donc voilà, certains Américains disent en fait on est scandalisé par le fait que on autorise à des juges de la Cour suprême de mentir comme ça devant le Sénat, sans qu'il y ait de conséquences. Malheureusement, ne rêvons pas, ça ne suffira certainement pas à arrêter la marche anti-femme qui est actuelle aux États-Unis. Ça va faire un scandale pendant un mois et puis on va passer à autre chose. Bon, on en est là du coup. On prive les femmes aux États-Unis d'un droit fondamental d'accès à l'avortement, et on va voir dans la 3e partie de cette vidéo en quoi c'est problématique. Mais juste avant, il faut qu'on revienne aussi sur ce qui se passe en termes d'avortement en France et dans les différents pays d'Europe. En France, l'avortement, il est actuellement non constitutionnel, il n'est pas protégé par la Constitution. Il est constitutionnel, mais il n'est pas protégé par la Constitution. Mais il y a une loi qui permet aux femmes d'accéder à l'avortement jusqu'à la 16e semaine d'aménorrhée. La semaine d'aménorrhée, c'est la date des dernières règles avant la grossesse. Donc la 14e semaine de grossesse ou la 16e semaine d'aménorrhée, l'IVG est alors pratiquée de façon chirurgicale, et l'IVG médicamenteuse peut être pratiquée jusqu'à la 9e semaine d'aménorrhée à peu près. Ces chiffres-là, ils ne sont pas pris au hasard, mais fait intéressant, en Europe, un instant, voilà, je vais juste se passer à ça. En Europe, ces délais-là ne sont pas toujours les mêmes. En Allemagne, vous avez 14 semaines d'aménorrhée. En Angleterre, vous avez 24 semaines d'aménorrhée. En Autriche, vous avez 16 semaines d'aménorrhée, 14 en Belgique, 14 en Espagne ou 22 s'il y a une malformation du fœtus, 90 jours seulement. C'est-à-dire 12 semaines en Italie, 24 semaines aux Pays-Bas, 10 semaines au Portugal seulement, 10 semaines en Slovénie seulement, 18 en Suède, 12 en Suisse, c'est interdit à Malte, c'est interdit en Irlande, c'est interdit à Chypre. Et vous avez les conditions ici pour avorter. Ça peut paraître un petit peu surprenant qu'on voit tous ces chiffres différents. Pourquoi les chiffres sont différents ? En fait, ça, c'est une question qui est complexe et qui va dépendre de chaque État. C'est différent parce que les embryons et les fœtus n'ont pas les mêmes droits, ne sont pas reconnus de la même façon
selon les pays. Juridiquement, j'entends selon les différents pays. Et s'ils ne sont pas reconnus de la même façon, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait certain d'à quel moment on peut considérer un fœtus comme une personne à part entière. Alors en France, la loi est relativement facile à comprendre. Tant que l'enfant n'est pas né, l'enfant n'est pas considéré comme une personne. Il est considéré comme une chose. Ne soyez pas scandalisés, vous allez tout de suite comprendre après pourquoi on parle de choses. Il n'est pas du tout question de le comparer à un objet. Malgré tout un organisme vivant, puisqu'il y a des cellules qui se développent, mais il n'est pas considéré juridiquement comme une personne. Ce qui est, à mon sens, parfaitement normal. Et pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la différence entre un embryon, un fœtus et un bébé ? Un bébé, je lève tout de suite le doute, c'est à partir du moment où le fœtus va naître. À partir du moment où il y a la naissance, on parle d'un bébé, et là, dès l'instant où on a la naissance, le bébé, ça y est, l'individu a des droits, des devoirs, est considéré comme une personne. Là, vous avez un petit résumé de l'article, mais si vous n'avez pas trop peur de l'anglais, je sais que l'anglais est une langue un peu impressionnante qui peut faire un petit peu peur quand on n'est pas habitué à la maîtriser, mais je vous le recommande, il doit y avoir des outils de traduction. Alors, regardez, il y a même des outils de traduction automatique ici si vous le souhaitez. Mais pour faire très simple, l'embryon, c'est les tout premiers stades de développement. À partir du moment où vous avez la fusion entre un spermatozoïde et une ovule, vous avez ce qu'on appelle un embryon qui va se développer. Et il va se développer jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Et à partir du moment où on arrive à la 10e semaine de grossesse, ou la 12e semaine d'aménorrhée, on va parler cette fois-ci d'un fœtus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'entre l'embryon et le fœtus, il va se passer des choses. L'embryon, c'est que des petites cellules. Au départ, il n'y en a qu'une seule. Elle va se diviser en 2 par mitose, puis en 4, puis en 8, puis en 16 pour former ce qu'on appelle une sorte de mur. La morula, enfin bref. L'embryologie, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait en plus que je revoie mes cours pour pouvoir vous en parler, parce que je ne suis pas du tout spécialiste en embryologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la grande différence, c'est que en fait, tant qu'on n'est pas au stade fœtal, l'embryogénèse, c'est-à-dire l'organogénèse, le développement de tous les organes ne se fait encore pas. Vous avez simplement... Comprenez bien en fait qu'un embryon et un fœtus, ça n'est pas un adulte miniature. Ça n'est pas un adulte qui est formé comme un adulte avec tout en plus petit. Tout va se développer petit à petit. Je vous donne un exemple, par exemple, la neurogénèse. Avant d'arriver à un système nerveux central, avant d'arriver à un cerveau, vous voyez là, vous avez ce qu'on appelle la plaque neurale. Ça, c'est ce qui va donner tout le système nerveux central. D'accord ? Tout le système nerveux central, à savoir la moelle épinière, l'encéphale, tout ce qu'il y a entre les deux avec le pont, le cervelet, etc. Et ça commence comme ça, au départ, dans la tête d'un bébé. Donc vous voyez bien, les embryons ne sont pas des êtres humains miniatures. Aujourd'hui, on n'a plus trop de doutes sur le fait que le siège de la conscience provienne du système nerveux central. Et il se trouve que la neurulation, c'est-à-dire la formation des vésicules cérébrales, elle commence très tard. C'est à partir du 18e jour de gestation qu'on a cette plaque neurale qui va commencer à rentrer là comme ça à l'intérieur. Il est complètement faux de considérer ici que l'embryon a une conscience. Ici, en fait, il n'y a encore rien du système nerveux central qui se soit développé pour pouvoir dire qu'il y a conscience. Et puis ensuite, vous allez voir que de toute cette plaque neurale vont se diviser différentes vésicules. Là, vous avez la moelle épinière qui va se former. Là, vous avez un rhomencéphale qui est divisé en deux ici, le métencéphale et le mésencéphale. Le mésencéphale, le prosencéphale, le télencéphale ici. Le diencéphale, tout ça, ce sont les vésicules qui vont donner, là dans la partie supérieure ici, tout ce que vous connaissez du cerveau, de l'encéphale, d'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que ça n'est pas développé, ça n'est pas encore fonctionnel. Donc on ne peut pas parler encore de conscience à ces stades-là. Et l'un des problèmes que l'on va avoir par rapport à ça, c'est que c'est des champs de connaissances qui sont quand même bien développés. Mais les chiffres vont énormément varier d'un auteur à un autre. Là, vous voyez par exemple... La neurulation va se développer entre à peu près la 4e et la 12e semaine de gestation. Et après, tous ces trucs-là sont relativement dépendants des auteurs. Vous avez des auteurs qui vont vous dire que ces vésicules-là que vous voyez là seront formées, que le système nerveux central va être formé à partir du 4e mois. D'autres qui vont dire que c'est 3 mois et demi, d'autres qui vont dire que c'est 4 mois et demi, etc. Et donc en fait, c'est en fonction de ces données scientifiques-là qu'on va pouvoir dire, bon bah là, il y a probablement un début de conscience, donc on va considérer ici que l'interruption volontaire de grossesse, il faut mettre une date butoir à ce moment-là, parce que ça va correspondre avec les connaissances qu'on va avoir. Et vous voyez, ça va varier selon les pays. Donc c'est quand même compliqué. Vous voyez, c'est assez compliqué de pouvoir dire précisément, c'est à partir de ce stade-là qu'on est sûr qu'il n'y a absolument pas de conscience qui apparaît. Ce qui est certain, c'est qu'au stade de l'embryon, il n'y en a pas, et que dans les débuts du stade du fœtus, il n'y en a pas non plus. Moi, ces dates-là, il n'y en a aucune qui me choque. Même 24 semaines d'aménorrhée, ici, on est quand même à 5 mois et demi d'aménorrhée, donc à 5 mois de grossesse. Même ce chiffre-là ne me choque absolument pas. Ça ne me choque pas qu'on interrompe une grossesse à ce stade-là.
Voilà, j'espère que ça c'est clair. En France, il faut savoir que il n'est pas possible d'aller à l'encontre de la volonté d'une personne qui souhaiterait pratiquer un IVG. Ça c'est un délit qui s'appelle l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il punit le fait des personnes qui essayent d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles que vous avez ici. Bien. Le statut juridique de l'embryon et du fœtus. Alors ça, là, on est tellement en dehors de mon champ de connaissances que j'ai dû demander à des amis qui sont dans le domaine du droit de me conseiller des sources fiables. Et voici ce qu'on m'a envoyé, une source qui a été remise à jour le 21 juin 2022, qui vient d'un enseignant diplômé de la formation du bureau de Paris, à Paris 2, qui explique en fait les différences juridiques entre fœtus et embryon. Et dans les choses qu'il faut bien avoir en tête, donc c'est qu'on parle, je crois, d'êtres humains, voilà c'est ça, c'est-à-dire que l'embryon et le fœtus sont considérés ici comme des êtres humains, donc ils bénéficient un droit à une dignité en tant qu'êtres humains, mais ils ne sont pas qualifiés de personnes, ils n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'une personne. Donc une expression doctrinale utilisée dit que tout ce qui n'est pas personne est chose, et c'est en ça qu'ils considèrent l'embryon et le fœtus comme une chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas que c'est vivant, d'accord, hein, ce sont des termes spécifiques au droit, ne soyons pas offusqués par rapport à ça. En tout état de cause, le fœtus et l'embryon ne remplissent pas les conditions permettant d'acquérir une personnalité juridique. Ils ne sont pas des personnes. En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique, dont celle de naître vivant et viable. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de naître vivant. Et c'est pour ça que les arguments d'IVG, quand ils disent on est pro-life, en fait, non, pas réellement, parce qu'en fait, vous vous adressez à des éléments de la vie qui sont des éléments assez impalpables en réalité. Finalement, un embryon est vivant comme l'écorce d'un arbre est vivant. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper un arbre, bien évidemment. Ça veut dire que quand il y a la vie d'une mère en jeu, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, laquelle des deux vies est-ce qu'il faut mettre en danger ? La vie qui existe, qui est viable, qui est née, qui est une personne juridique, ou la vie potentielle de cellules qui sont simplement en train de se développer ? Je tire mon rideau, excusez-moi. La Cour de cassation considère que ça n'est pas un homicide volontaire ou involontaire que de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Donc l'article est plutôt intéressant. Moi, j'ai pas tout compris parce que c'est du vocabulaire qui me dépasse complètement, mais je vous le recommande grandement. Voilà. Donc, vous voyez où je veux en venir, bien sûr. Vous entendez mon argumentaire qui est totalement pro-choix, comme on dit. Je déteste ces termes-là, pro-vie, pro-choix. Mais vous comprenez bien pourquoi je suis intégralement du côté du droit à l'avortement inaliénable, constitutionnel dans tous les pays du monde. D'une façon générale, de toute façon, une femme qui a besoin de recourir à l'avortement avortera. Le problème, c'est que si l'avortement n'est pas médicalisé, article de Médecins sans frontières, il devient l'une des principales causes de mortalité maternelle dans le monde. Vous vous rendez compte ? Une des principales causes de mortalité au même stade que la malnutrition, que le non-accès aux soins, que le non-accès à de l'eau potable, etc. C'est l'une des principales causes maternelles de décès dans le monde. Donc, comprenez bien, il y a 25 millions d'avortements non médicalisés qui ont lieu chaque année, donc près de 50 avortements non médicalisés par minute. Ça, c'est une fourchette basse, d'accord ? Ce sont des estimations. La réalité est probablement légèrement au-dessus. L'ampleur de ce problème est considérable, effectivement. Il y a donc, chaque année, 22 800 femmes et jeunes filles qui meurent suite à un avortement non médicalisé. 22 800. Non, mais il faut le concevoir, ce chiffre. Donc, 22 800 femmes par an qui meurent, j'ai mis un zéro en trop, 22 800, c'est 62 femmes qui meurent par jour, d'accord ? Tous les jours, vous avez 62 femmes qui meurent d'un avortement non médicalisé. Chaque heure, vous en avez soit 2, soit 3. Ça veut dire, je pense que si je multiplie ça par 25, 60 minutes, je vais le diviser par 25 et le remultiplier ici par 24. Et on arrive à 62 minutes. Ok. Donc je le redivise par 24 et je le multiplie par 23 et je pense qu'on va tomber sur le bon chiffre. C'est-à-dire que toutes les 23 minutes,
vous avez une femme dans le monde qui meurt d'un avortement non médicalisé, toutes les 23 minutes. Qui défend la vie là? Qui défend la vie? Les anti-avortements défendent la vie? Attendez, c'est une plaisanterie. Toutes les 23 minutes dans le monde, vous avez une femme qui meurt d'un avortement non médicalisé. Donc on va aller voir les arguments des anti-avortements. Le premier argument qu'ils ont, c'est le droit à la vie. Alors ça, on vient d'en parler déjà, mais le droit à quelle vie en fait? Parce que l'embryon et le fœtus, évidemment qu'ils ont le droit à la vie, évidemment qu'ils ont le droit à la dignité, mais si, pour une raison qui ne nous regarde absolument pas, nous les hommes, ni de près ni de loin, la femme ne veut pas, ne peut pas, n'a pas désiré, peu importe la raison, laquelle des vies on va foutre en l'air en fait en forçant? On va probablement foutre en l'air la vie des deux, de la mère et de l'enfant, d'un enfant qui pourrait naître dans de très mauvaises conditions, et puis de la mère qui aurait souhaité pratiquer un avortement. Donc le droit à la vie, ils disent oui, le droit à la vie de tout être humain, selon d'après certaines études scientifiques, il faut les citer, qui ont été menées au cours des dernières années, et d'après l'avancement de la technologie, on a pu vérifier que la vie humaine commence à partir de l'union d'une ovule et d'un spermatozoïde. Mais tout dépend de ce qu'on entend par la vie humaine. Parce que qui est de la vie dans ces cellules-là? Évidemment, à partir du moment où il y a une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, il y a tellement de cascades de réactions qui vont se produire quasiment instantanément même, avec une barrière qui va arriver autour de l'ovule pour qu'il n'y ait pas une deuxième fécondation par un autre spermatozoïde, et puis la séparation avec les mitoses successifs qui vont arriver assez rapidement. Évidemment que ça c'est vivant, on sait ce que ça signifie vivant. Par contre, c'est pas des personnes. C'est pas des personnes. Donc en fait, cet argument-là, moi je le trouve complètement aberrant et je ne comprends pas qu'il soit encore cité. Il est dommage pour la femme et le syndrome post-avortement. Discours classique des anti-avortements, c'est l'avortement est traumatisant pour les femmes. Alors, il est hors de question de nier que l'avortement peut être traumatisant pour certaines femmes. C'est hors de question de le nier. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que ça puisse être traumatisant. Mais attention, il est hors de question de nier non plus que l'avortement peut être libérateur aussi pour une femme. Que l'accès à l'avortement est quelque chose de fondamental. Et que se dire que si jamais il y a le moindre doute, le moindre souci, que si jamais il y a une grossesse indésirée qui arrive et que pour une raison qui ne nous regarde pas, la femme se dit il faut que j'ai accès à l'avortement et qu'elle puisse se dire ok, j'y ai accès facilement dans l'endroit dans lequel je suis, c'est une libération, d'accord? Parler de traumatisme systématique quand on parle d'avortement, c'est problématique, on va revenir dessus dans un instant d'ailleurs. Alors la discrimination, carrément, c'est une discrimination injuste contre les non-nés. Non mais d'accord, mais alors dans ce cas-là, des discriminations injustes contre les choses qui n'existent pas, il peut y en avoir des centaines, des milliers. Vous vous rendez compte, c'est quand même étrange comme argumentation. J'essaye de me mettre à leur place, de comprendre en fait comment ils pensent pour mieux les contrer, mais je ne saurais même pas échanger avec quelqu'un par rapport à un argument aussi stupéfiant, quoi. L'argument de la privation, il établit que l'avortement est moralement incorrect parce qu'il prive le fœtus d'un futur. Mais oui, mais là, quand on parle de fœtus, on parle de cellules qui sont en train de se diviser, là. On n'est pas en train de parler d'une personne sur laquelle on interrompt la vie. Et regardez l'argument qu'ils disent. Ils disent, dans ce sens, tuer un être humain adulte est incorrect parce que ça prive la victime d'un futur comme le nôtre. Et donc, ils font la comparaison avec le fœtus qu'on tue parce qu'on prive d'un futur. Sauf qu'en fait, il n'existe pas encore. C'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. Et c'est une question... Je comprends que ce soit une question... qui nécessite beaucoup de réflexion en bioéthique, en psychologie, de dire, est-ce qu'un individu qui n'a pas conscience de son existence, on peut le priver d'un futur, puisqu'il n'a pas conscience qu'il a un futur? À mon avis, c'est que non. Mais il y a des réunions dans les cercles de bioéthique qui sont très courantes pour parler de ça. Et ils établissent, en tout cas en France, que pour le coup, on ne prive aucun fœtus d'avenir ou de quoi que ce soit. L'argument d'incertitude, il dit que si on n'est pas tout à fait sûr qu'ils ont une conscience, on devrait, dans le doute, les laisser se développer. On est quand même à peu près sûr que quand il n'y a pas de système nerveux central, il n'y a pas de conscience, d'accord? On est capable de faire des IRM et de voir que c'est pas les mêmes zones du crâne qui s'allument dans la tête d'un embryon ou d'un fœtus, quoi, au niveau du crâne. Alors les croyances religieuses, là, ça n'a strictement rien à voir. La croyance religieuse, on s'en contrefie, je reviendrai dessus à la fin. Attention, ne croyez pas que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est spécifique aux États-Unis et que ça n'arriverait jamais en France. Il se trouve que Emmanuel Macron, comme le Huffington Post, qui est un journal que je n'apprécie pas du tout à titre personnel, mais là je les cite parce qu'ils ont tout à fait raison quand ils disent ça, Emmanuel Macron utilise beaucoup l'argumentaire ultra culpabilisant des pro-life, des anti-avortements. Beaucoup. C'est pas la première fois, loin de là. Vous voyez, il s'est illustré par des propos culpabilisants sur le recours des femmes à l'IVG. Qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit
c'est un droit, mais c'est toujours un drame pour une femme. Attention à pas mettre ça dans la tête des gens. Non, c'est pas toujours un drame dans la tête des femmes. D'accord ? Je vous laisserai lire l'article. Il y a d'autres points où ils reviennent sur d'anciennes déclarations d'Emmanuel Macron aussi, avec des rhétoriques qui viennent des anti-IVG. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, le droit à l'IVG n'est pas dans notre constitution en France. Alors, il se trouve que le gouvernement de la majorité... Ah, bonjour Aurore Berger, j'avais pas vu la photo tout à l'heure. Aimerait inscrire l'IVG dans la constitution. Alors, petite parenthèse, vous allez encore dire que je vois le mal partout, que je suis jamais content de rien, parce que ce serait une grande avancée que le droit à l'avortement soit inscrit dans notre constitution. Mais venant d'un gouvernement qui prétend faire des violences contre les femmes la grande cause du quinquennat et qui n'en a rien à faire des droits des femmes, venir pleurer en disant il faut absolument qu'on mette la loi, ok c'est très bien, faites-le, c'est une très bonne chose, mais bon, ça va pas changer votre image par rapport au fait que vous ayez quand même nommé 2 ministres qui sont actuellement sous le coup d'accusations pour agression sexuelle, pour viol même. Bref, mais donc ça n'est pas encore dans notre constitution française. On a un président de la République qui utilise une rhétorique anti-avortement, attention. Bref, bon, ce qui se passe aux États-Unis, c'est dramatique. D'autant plus que, et là vous allez dire que je ramène ça à mon idéologie, à mes thématiques. Peut-être que je suis biaisé, c'est pas grave. Vous êtes sur une chaîne qui n'est pas une chaîne de zététique, qui n'est pas une chaîne des pensées critiques, qui est une chaîne d'opinion. J'essaye de sourcer mes opinions, évidemment, mais je ne fais rien de plus. Mais voilà, je suis dans mon droit d'avoir mon biais idéologique, qui est celui de la violence masculine. Derrière toute grossesse non désirée, il y a un homme. Derrière toute grossesse non désirée, que vous le vouliez ou non, il y a un homme. Et là, on est en train, aux États-Unis, de faire voter des lois contre des femmes. Mais enfin, vous êtes au courant, les mecs, qu'on a inventé le préservatif. Que si vous ne voulez pas être papa, vous n'avez qu'à porter des préservatifs tout le temps. Et si vous n'aimez pas les préservatifs, vous pouvez faire une vasectomie. Il existe aussi des systèmes de contraception un peu expérimentaux, mais qui marchent quand même pas trop mal chez les hommes, qui vont faire chauffer, par exemple, les testicules pour que le sperme soit infertile. Il y a des solutions. Simplement, à chaque fois qu'il y a une grossesse non désirée, on va mettre la cause sur la femme. Elle a des mœurs trop légères, elle n'a pas fait attention, elle aurait dû prendre la pilule, machin. Ça s'appelle la charge mentale. La charge mentale contraceptive. Oh, j'en avais parlé il y a longtemps de ça. Il y a longtemps. C'est Joy qui avait fait cette petite bande dessinée qui parle de charge mentale contraceptive, du fait que c'est toujours aux femmes de penser à prendre la pilule, à prendre ceci, à prendre cela. Et les mecs qui regardaient cette vidéo, ça vous coûte quoi d'avoir toujours un préservatif sur vous dans votre porte-monnaie ? Si vous êtes célibataire, d'avoir toujours un préservatif sur vous. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin d'un rapport, non seulement vous vous protégez et vous protégez votre partenaire des infections sexuellement transmissibles ou des MST, et puis en plus de ça, vous la protégez d'une grossesse potentielle non désirée. C'est quand même incroyable. On est, encore une fois, les grands absents de cette question-là. Et je suis allé voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques hommes qui s'indignent, c'est très bien. Mais posons-nous les questions, en fait. D'où elles viennent, ces grossesses non désirées ? D'où ça vient le fait qu'il y ait autant de personnes qui aient besoin, autant de femmes qui aient besoin d'accéder aujourd'hui à des IVG en urgence en France, en Europe, dans le monde. Comment ça se fait que ce sont des lois liberticides contre les femmes qui sont votées ? D'accord ? Alors que derrière chaque grossesse non désirée, derrière chaque IVG, il y a un homme. Et généralement, l'homme n'est pas là derrière pour accompagner la femme pendant ces IVG. Excusez-moi, j'ai des poils de délice partout sur le t-shirt noir. J'ai un petit message pour conclure. Vous savez combien je suis anticlérical, combien je trouve que toutes les religions sont ultra misogynes. Voilà. Là, on est dans un cas d'école. Je vous mettrai un article, si ça vous intéresse, qui raconte tous les liens que les juges de la Cour suprême ont avec des mouvances ultra-catholiques. Si vous êtes catholique et vous regardez cette vidéo, d'accord ? Je tiens à vous dire quelque chose en commençant par cette phrase-là. Je ne crois en rien, d'accord, de votre culte. En rien. Je pense que ça s'approche d'une secte. Je pense que vous croyez en des choses qui sont absurdes, qui défient la science, qui défient nos connaissances, qui ne prônent pas d'égalité entre les femmes et les hommes, d'accord ? Mais je me battrai toujours pour que vous ayez la possibilité de pratiquer votre culte librement, ok ? Pour que vous ayez la possibilité d'aller à l'église librement. Je me battrai toujours pour vos droits, toujours. La liberté de culte, elle est importante pour moi, même si je suis profondément contre la totalité de votre doxa, ok ? Et il se trouve que la majorité des pays dans le monde, des pays occidentaux en tout cas, protègent vos droits.
D'accord ? Les catholiques, vous n'êtes pas menacés dans ce monde-là. C'est un peu différent dans certains pays, mais dans les pays occidentaux, on protège vos droits. La moindre des choses, c'est que vous protégez les droits des autres. Vous, en tant que catholique, femme, homme, si vous êtes une femme, vous avez le choix, librement le choix, d'accéder à l'IVG ou non si vous le souhaitez. Vous avez librement le choix d'accéder à la contraception si vous le souhaitez. Vous, les hommes, vous avez librement le choix d'utiliser un moyen contraceptif ou non. Vous avez le choix de faire ça. Vous êtes contre la contraception ? Vous, les femmes catholiques, vous êtes contre la contraception ? Vous êtes contre l'IVG ? Vous avez le choix de ne pas le faire. Mais qu'est-ce que vous allez imposer aux autres femmes qui ne partagent pas votre vision d'un ouvrage qui a été écrit il y a des millénaires maintenant, leur imposer votre vision et leur interdire de pouvoir bénéficier de leur corps comme elles le souhaitent. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, en fait, pour défendre ce genre de choses ? Ok ? Vous avez le choix, vous, de le faire ou non, donc n'interdisez pas ça aux autres. Et le pire, c'est que nous, on se bat pour vos droits, on se bat pour votre liberté de culte, d'accord ? Ok ? On vous dit rien, on vous dit strictement rien parce que vous pratiquez votre culte dans les conditions qui vous importent. Ça, vous êtes complètement libre de croire en Dieu, vous êtes complètement libre d'appliquer les préceptes de la Bible si ça vous intéresse. Vous êtes libre de faire des choses comme ça. Mais cessez d'interdire aux femmes la façon dont elles sont censées utiliser leur corps. 35 minutes. Bon, décidément, j'arriverai pas à faire court. J'espère que c'était intéressant. Je suis tellement désolé pour la colère que cette nouvelle a dû provoquer chez vous tous et surtout vous toutes. On est évidemment avec vous, majoritairement, et écoutez, je dis de prendre soin de vous en espérant que le monde reviendra vite à la raison. Allez, à bientôt.